Nirina, je suis heureux que tu introduises cette série d'interviews avec des managers que je mets en ligne sur mon blog. Peut-être je te laisse te présenter avant les questions que j'ai à te poser sur le travail d'étude que tu as fait. Merci Yann, je suis heureuse de te rencontrer pour la première fois. Donc Nirina Azoumé, je suis directrice de l'audit dans un groupe industriel en Afrique de l'Ouest. Je suis également coach, consultante et entrepreneur. Et à mes heures perdues, j'écris également. Beaucoup de choses dans la même personne. Hein? Tout à fait. Je suis avant tout passionnée par l'Afrique et par le développement personnel. Fine. Marabout, prêtre, pasteur, in the workplace, c'est un peu le sujet de ta thèse. Pourquoi ce sujet? Alors, d'abord, j'ai repris mes études en 2016 à l'INSEAD, donc un master en consulting et en coaching. Et quand je parlais des sujets, donc l'approche clinique des organisations, la psychologie, apportée aux organisations, au coaching, tout le monde me disait, mais ça c'est des sciences pour les Occidentaux, le coaching en Afrique n'a pas du tout d'avenir. Et je me suis fait la réflexion que j'observais de plus en plus d'églises évangéliques ou autres qui avaient une influence sur la vie quotidienne en Afrique. D'accord. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'en fait les marabouts, les pasteurs ne seraient pas nos coachs ou nos psychothérapeutes, nos psychologues séculaires. Donc je me suis intéressée à cette question-là et je me suis dit qu'il serait intéressant qu'on réfléchisse à la façon dont nous, cadres africains, cadres dirigeants africains, prenons nos décisions à la lumière de la spiritualité. Très intéressant, très intéressant. Je sens qu'on va découvrir des choses qui vont étonner beaucoup de gens. Dans ce genre d'études, Nirina, les chercheurs ont des hypothèses de départ qu'ils confrontent aux faits et à la réalité du terrain, lesquels faits, parfois, contredisent les hypothèses initiales. Toi, c'était quoi tes hypothèses? Justement, je n'avais pas d'hypothèse de départ. En fait, si tu veux, je suis partie d'une approche issue des sciences sociales, donc c'est une approche ethnographique qui fait émerger du sens de ce que disent les personnes. C'est-à-dire que dans un contexte donné, un manager donné, je lui demandais de m'expliquer ce qui créait du sens pour lui, comment est-ce qu'il interprétait son comportement ou un phénomène. D'accord. Donc la question que je me posais dans cette thèse, en fait, c'était de savoir pourquoi dans cette partie du monde, est-ce qu'on choisirait de consulter plutôt un guide spirituel plutôt qu'un coach ou un psychothérapeute ou un consultant dans la prise de décision. Voilà. Ok. Comment tu as procédé pour mener ton travail de recherche? Bon, la méthodologie en réalité. Ok. Alors je suis partie d'une analyse phénoménologique interprétative. En français facile. En français facile, c'est qu'en fait j'ai interviewé 30 cadres et dirigeants africains sur des interviews entre 1h30 et 2h30. Avec un canevas de questions prédéterminées. D'accord. C'était en face-à-face ou à... C'était en face-à-face ou au téléphone si les personnes étaient à l'étranger, puisque c'est des personnes qui étaient en poste, soit en Afrique de l'Ouest, soit dans les Émirats arabes, donc une douzaine de pays différents. Et c'était tous donc des cadres et dirigeants africains, niveau d'études Bac plus 3 jusqu'au PhD, donc jusqu'au doctorat, tous dans des positions managériales ou de dirigeants dans des multinationales comme dans des PME, des chefs d'entreprise également, et des personnes issues de tout type de confession religieuse. Donc il y avait des personnes qui étaient animistes, des personnes qui étaient musulmanes, évangéliques, catholiques, de tout, et même quelques personnes qui étaient athées. Tu as eu donc des CEO et des dirigeants animistes. Tout à fait. Wow. Ok. Et il y a une question qui me brûle les lèvres depuis que tu m'as parlé de ton projet. Tu as approché un échantillon et cet échantillon d'Africains, de cadres, de dirigeants, tu leur as posé la question de la spiritualité, de leur spiritualité sur leur lieu de travail, d'affaires de marabout et autres affaires du genre. Et je sais que c'est des questions très touchées au pays. Quelle a été leur réaction et quel était ton ressenti par rapport à ça? Alors, j'ai eu des réactions très très diverses. Avant tout, c'était de la curiosité. Les personnes qui se disaient « Tiens, c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Quel est le lien entre ma spiritualité et ma prise de décision ?» J'ai eu quelques réactions un peu de défiance ou de méfiance en disant « Ouh là là, ce sont des sujets très personnels. Je ne suis pas sûre d'être la meilleure personne parce que je ne suis pas versée particulièrement ou je ne suis pas un érudit de la religion, donc je ne peux rien t'apporter. » Et
une fois que je leur ai expliqué la démarche qui était réellement de comprendre sans aucun jugement sur la pratique, sans aucun a priori, et simplement apprendre d'eux et de leur pratique, ça s'est fait tout seul. Okay. Et j'ai eu même plus de participants que ce que je m'étais fixé comme objectif. Tu spécifies aussi, on va là commencer à rentrer dans le corps de ton sujet, les éléments, les findings intéressants. Tu spécifies plusieurs types de dilemmes qui préoccupent ces leaders et ces CEO africains que tu as interrogés. Quels sont ces dilemmes et comment tu es parvenu à cette liste de dilemmes? Alors, cette liste des dilemmes a émergé de leurs réponses, en fait. Donc, il y en avait 4. Le premier dilemme, en fait, c'était un dilemme lié au changement de carrière. Okay. Donc, je suis CEO, j'ai une offre d'un concurrent, j'ai envie de changer de continent, etc. Qu'est-ce que je fais ? Dans ces cas-là, c'était plus les conséquences sur les changements, sur la cohésion de leur famille, sur la cohérence avec leur parcours professionnel. C'est ce qui créait le questionnement, en fait. Et bien sûr, tout l'aspect risque, parce que la prise de décision est forcément liée à un risque qu'on l'on prend. Le deuxième dilemme avait plus lieu, c'est ce que j'ai appelé en fait le dilemme du repat. C'est-à-dire que décider de revenir dans son pays après avoir fait des études à l'étranger, ou alors après un contrat d'expatrié dans un pays étranger, choisir de revenir sur le continent africain. Ça, c'était le dilemme aussi auquel ils étaient confrontés tous à un moment donné de leur carrière. Si tu me permets sur ce dilemme en particulier, on en est au second avant d'aborder les autres. En quoi ce dilemme du retour concernant les ripats africains est différent par exemple de l'expatriation, d'une autre forme d'expatriation pour des Européens dans un autre pays d'Europe, un Français vers l'Allemagne? En quoi c'est particulier? En fait, il y a un facteur de risque et un facteur de renoncement à un certain confort, à une certaine sécurité de l'emploi, à une carrière qui était toute tracée. Revenir sur le continent africain comporte un certain nombre d'inconnus qui posaient la question à ces CEO et cadres africains. Est-ce que le fait de quitter l'Europe, par exemple les États-Unis, pour un poste en Côte d'Ivoire, au Sénégal, est-ce que c'est pas trop risqué? Est-ce que j'ai la possibilité de faire machine arrière et de revenir après. Tout à fait. Ok, excellent. Je te laisse continuer par moi. Donc, troisième dilemme. Troisième dilemme, c'était la décision de licencier quelqu'un ou de fermer une activité. Okay. C'était réellement plus les conséquences sur la vie du salarié ou sur la conséquence d'autres employés de fermer une branche d'activité, de fermer une usine ou de licencier quelqu'un suite à une décision disciplinaire. Le quatrième dilemme était plus lié à la gouvernance, à l'éthique, au conflit d'intérêts. C'est-à-dire quand la décision implique une collusion ou une corruption. Par exemple, je sais que pour avoir un marché auprès de tel client, il faut que je graisse la pâte ou bien que je paye des rétrocommissions. Ça, c'est des choses qui n'existent pas. En Afrique, malheureusement, on y est confronté peut-être un peu plus qu'ailleurs. Et donc, il fallait que ces CEO et dirigeants savaient que ça fait partie des règles du jeu. Si je ne le fais pas, en raison de mes convictions religieuses ou personnelles, mon concurrent le fera peut-être. Et je mets en danger l'avenir de ma société en refusant un pot de vin, en refusant un billet d'avion à un haut fonctionnaire qui pourrait nous aider sur des exonérations d'impôts ou bien pour obtenir un marché. D'accord. Donc la nature du dilemme dont tu parles, c'est le dilemme qui crée le déchirement entre les convictions personnelles religieuses, en tout cas éthiques, et les réalités d'un certain marché qui poussent à des actes non éthiques. Non éthiques ou qui pourraient effectivement mettre à mal ses convictions personnelles. Très bien, très bien. Ok, parfait. Restez avec nous pour la capsule 2.